Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Merci de nous recevoir sur Télé Sahel et Africable Télévision, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Agri-Challenge. Agri-Challenge vous propose de suivre dans cette édition un reportage consacré à la campagne agricole d'hivernage. Les agriculteurs sont déjà à pied d'œuvre pour la campagne agricole d'hivernage 2023. Découvrez alors dans ce reportage les préparatifs et vœux formulés par les agriculteurs ainsi que les conseils agricoles fournis par une structure spécialisée. Puis, un second reportage sur la participation de la Banque agricole du Niger, Bagri, au forum inaugural sur l'engagement du secteur privé de l'initiative de la Grande Muraille Verte. C'était une occasion pour la Bagri de présenter un exposé sur son rôle dans la mobilisation des financements verts. Je vous laisse alors découvrir le développement de ces deux reportages. À tout de suite. Agri-Challenge. Au Niger, la population agricole est estimée à 17 547 420 personnes, selon les statistiques du rapport d'évaluation de la campagne agricole d'hivernage dressé en 2022. L'hivernage ou saison de pluie s'étend de juin à octobre. L'agriculture nigérienne est essentiellement pluviale car repose sur 4 mois. L'agriculture pluviale est confrontée à des défis tantôt liés à la mauvaise préparation de la campagne d'hivernage ou aux problèmes d'ordre climatique. Les contraintes qui mènent les producteurs agricoles à déplorer le bon rendement des cultures. La campagne de l'année dernière, elle est passée. Il y a eu beaucoup de retard à l'installation des pluies dans la région. Et cette année, ce que nous avons constaté, il y a eu une arrivée de pluie très tôt et par endroits. Et donc, certains ont sémé présentement, des semis qui ont pris. Et d'autres ont sémé, les semis n'ont pas pris. Les pluies sur les plateaux ne sont pas suffisantes pour permettre de s'aimer parce que le sol est dur. Il y a eu des pluies précoces même l'année dernière et que les services compétents ont prévenu de ne pas s'aimer. Et les gens ont quand même s'aimé, ça a fait qu'on a perdu des semences et que la pluie est restée très longtemps avant d'arriver réellement. Et ça a causé des vrais problèmes. On peut parler de manque de bonne préparation. Mais en tout cas, du point de vue information, les paysans sont informés. Maintenant, changer les habitudes, c'est autre chose. Sinon, les gens ont été suffisamment informés. Certaines zones sont confrontées aux problèmes d'insécurité. En conséquence, les populations de ces localités peinent à pratiquer l'agriculture. Tout le monde connaît ce qui se passe au niveau de la région de Tillabéri. C'est une insécurité totale. C'est vraiment une insécurité totale qui se passe de telle sorte que vraiment l'année passée, les gens n'ont pas pu cultiver. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés, qui ont quitté leur village pour venir, je peux dire, au niveau des goudrons. Donc ça veut dire que même les zones de culture ont été abandonnées. Les zones de pâturage, eux aussi, ils étaient abandonnés. Donc vraiment, quand tu parles de culture au niveau de la région de Tillabéri, ça fait vraiment pitié de parler de ça. Dans les régions plus sécurisées, la campagne d'hivernage suit son cours. Il y a quelque temps, les travaux champêtres ont démarré, notamment avec la préparation du sol et l'ensemencement. Dieu merci, les préparatifs de la campagne agricole d'hivernage s'annoncent bien. Déjà, nous avons organisé une foire de semences car maintenant, ce n'est plus comme avant. Il existe aujourd'hui
des innovations dans le domaine de l'agriculture qui permettent au pays de bénéficier d'un meilleur rendement agricole et de lutter contre les problèmes de famine. Cette fois s'est déroulée au siège de la Keima de Maradi pendant 3 jours où diverses semences ont été exposées. Ceci pour permettre aux agriculteurs de comprendre la nécessité d'utiliser les semences de bonne qualité plutôt que celles qui ne le sont pas. Tout agriculteur doit d'abord préparer son champ avant de passer à l'étape du semis. Le débroussage, la mise du compost, car la terre a besoin d'être améliorée. Bref, tout un processus permettant à l'agriculteur de bien préparer son champ. Dans la ville de Maradi, les zones ayant reçu les premières pluies peuvent être estimées à 30%. Les 70% sont encore en attente. Le mois de mai est perçu par les agriculteurs comme étant la période de semis dans plusieurs localités du pays. Ceux qui n'ont pas encore reçu les premières pluies sont toujours dans le processus de préparation des sols en attendant la pluie les jours à venir. Tout bon agriculteur aujourd'hui, il a préparé d'abord son terrain et il a également ses semences en main. Maintenant, pour la plateforme paysanne, il s'agit de préparer l'accompagnement, c'est-à-dire de voir si les intrants sont disponibles un peu partout. C'est ça notre rôle. Et aussi de suivre comment se présente la campagne. Pour la bonne réussite de la campagne d'hivernage, les attentes des producteurs agricoles se traduisent pour la plupart par de grands besoins en intrants et pour les déplacer des zones d'insécurité par des terres cultivables et la restauration de la paix. Ce qui concerne les déplacés, en réalité, il y a eu des appuis de l'État, que ce soit des distributions de nourriture, que ce soit des distributions de kits, de chèvres, tout ça. Il y a eu même de l'argent qu'on a distribué pour les déplacer. Mais leur donner de terre pour cultiver, vous savez que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, la terre est devenue quelque chose de très important. Et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas donner une terre à un déplacé comme ça. Ça va être un peu difficile. Mais on peut leur prêter peut-être pour commencer à cultiver. Mais ça aussi, il faut qu'il y ait une durée déterminée. Sécuriser la zone. Nous sommes des paysans. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des paysans, nous sommes des éleveurs. Donc on voulait que l'État sécurise la zone pour qu'on puisse retourner sur nos champs et pour qu'on puisse retourner sur nos zones de pâturage. L'usage d'intrants de bonne qualité conditionne de très bons rendements agricoles. Sans cela, ça serait difficile d'améliorer la productivité agricole. C'est pour cela que nous lançons un appel à l'endroit de l'État nigérien pour qu'il vienne en aide aux agriculteurs à travers la mise à disposition d'intrants de bonne qualité. La vraie difficulté des agriculteurs est la cherté des intrants. Le vœu des agriculteurs, c'est de produire autant et d'en tirer le meilleur profit pour le pays. Nous voulons que l'État nous facilite la mise à disposition d'intrants dans toutes les régions et de réduire les prix pour les agriculteurs. Aussi, nous souhaitons vraiment que l'État s'assure que les intrants parviennent dans de bonnes mains. Ceux qui connaissent les réalités de nos agriculteurs et qui pourront leur remettre ces intrants en main propre. Si tel n'est pas le cas, cela ne servira à rien. Permettre à tout le monde d'en bénéficier est une chose profitable à tous. L'État nigérien a permis la libéralisation du secteur des engrais en 2019. Depuis, le secteur privé mène cette activité d'importation et de distribution. Cette facilité a donné lieu à la création de l'Association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais, ANID, qui a pour prérogative de rendre les intrants disponibles. Dans le cadre de la campagne, nous amenons de l'engrais, nous disponibilisons de l'engrais et nous vendons de l'engrais pour les producteurs. Nous sommes bien organisés parce que nous avons quand même importé une quantité assez importante d'engrais pendant cette période-là. Nous avons profité de l'opportunité du Nigeria
notre pays, notre voisin, pour pouvoir disponibiliser de l'engrais pour les producteurs. C'est pour dire que vraiment nous sommes en train de faire le maximum pour que les producteurs nigériens puissent avoir de l'engrais de qualité sur le marché pour leur production. Les prix étaient quand même assez élevés, donc il fallait trouver vraiment des astuces pour que les producteurs puissent avoir de l'engrais disponible. Donc il y a des distributeurs, des commerçants qui ont fait des conventions avec des producteurs ou des organisations de producteurs pour faciliter l'accès de l'engrais à leurs membres. Donc ça aussi, c'est une expérience qui a été vraiment très bien appréciée par les producteurs parce que ça leur permet d'avoir de l'engrais travaillé et puis maintenant peut-être après à la récolte payer les engrais qu'ils ont payés. L'agence de promotion du conseil agricole, APCA, a été créée pour assurer la coordination des dispositifs opérationnels de conseil en faveur du monde agricole. Le rôle de APCA, son premier rôle, c'est d'augmenter le taux d'encadrement sur l'ensemble du territoire du Niger. Maintenant, d'assurer une meilleure coordination opérationnelle du conseil agricole. Donc, à travers une coordination, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des activités du conseil agricole, des qualités au profit des producteurs et de leur organisation. Maintenant, de renforcer les structures qui délivrent les conseils aux producteurs, d'apporter des appuis méthodologiques et de formation, les permettant de mieux assumer leur mission. Pour apporter des solutions aux agriculteurs, il existe des dispositifs mis en place pour leur permettre d'appliquer convenablement des conseils agricoles. On veut trouver des réponses appropriées aux demandes spécifiques et diversifiées de ces différents petits producteurs. Chacun a ses propres soucis au niveau des chansons. Vraiment, il faut qu'on lui apporte les solutions en matière du conseil agricole adaptées à ses besoins. C'est ça, pour qu'il arrive à développer son exploitation et qu'il puisse aller accéder à des marchés même nationaux et internationaux. Vraiment, on veut rendre le conseil agricole disponible, accessible, et même son accès donc à travers des offres vraiment qui sont de qualité. Et nous, on opère à travers l'élaboration de projets de conseil aux producteurs. Mais ces projets de conseil sont portés par les dispositifs qui délivrent les conseils. C'est eux qui vont porter ce projet de conseil aux producteurs, qui vont amener ces projets de conseil. Nous, on élabore des projets de conseil qui prennent en compte toutes les préoccupations en matière du conseil agricole au niveau d'une exploitation. Pour réussir la campagne agricole d'hivernage, l'APCA incite les agriculteurs à utiliser des technologies innovantes et des intrants de bonne qualité. Elle recommande également aux agriculteurs de consulter le répertoire des structures qui accompagnent le monde rural pour se prémunir des bons conseils agricoles. Pour débuter une bonne campagne, vraiment une campagne qui soit une réussite, et vraiment, c'est d'utiliser des techniques, des technologies et même des innovations vraiment les plus adaptées à leurs besoins. Donc vraiment des technologies, et les technologies existent, ils sont là, il y a des structures qui sont là pour créer des technologies, pour élaborer des technologies et autres, ils sont là. Maintenant, de s'orienter vers des intrants agricoles de qualité. Vraiment, quelles que soient les technologies, il faut que les intrants agricoles soient de qualité. Au Niger, on a les maisons de paysans qui sont au niveau des communes, vraiment de s'orienter vers là-bas, de s'approcher davantage des maisons de paysans où ils peuvent avoir vraiment des informations, même et des formations. Parce que les maisons de paysans qui sont des plateformes multiservices et qui offrent vraiment des services aux petits producteurs et autres et qui sont à côté, à proximité. Vraiment, ça c'est un atout. Et surtout d'identifier les dispositifs qui ont les compétences nécessaires pour leur apporter des solutions à leurs problèmes. C'est surtout ça, parce qu'il y a tout un parcours. C'est pour cela, moi, je les conseille d'utiliser des répertoires, des dispositifs de conseil agricoles qui sont reconnus et agrémentés et agréés par l'État. Selon le rapport d'évaluation de la campagne agricole d'hivernage dressé en 2022, la production 2022 des principales céréales est estimée à 5 917 460 tonnes. Cette production céréalière est en hausse de 69,18% par rapport à celle de 2021. Espérons que le pays va continuer à afficher des bons résultats par rapport à la campagne d'hivernage. En attendant, les regards des agriculteurs sont tournés vers les cieux
priant que Dieu préserve le pays des inondations récurrentes, gratifie le Niger d'un hivernage fécond et espérant que l'État nigérien puisse alléger les prix des intrants. Agri-Challenge. En marge du forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille Verte, la Banque agricole du Niger, Bagri, a participé à un panel le 5 juin 2023 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Cette rencontre a été organisée par la Fondation Issoufou Mahamadou en partenariat avec le gouvernement du Niger, Futur Agrobusiness, la Fondation Grande Muraille Verte et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le panel de discussion mettait en relief le rôle de la Banque agricole dans la mobilisation des financements verts. Première institution financière accréditée au Fonds d'adaptation du changement climatique, la Bagri a obtenu l'accréditation du Fonds d'adaptation pour une durée de 5 ans en 2017. L'État du Niger, faisant partie effectivement des 11 pays qui ont enclenché ce processus-là, a décidé de se doter d'un instrument de financement. Un instrument de financement qui puisse lui permettre d'aller dans le sens non seulement de mettre en place ce processus-là, mais aussi de pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire au fait récurrente au niveau du Niger. C'est donc à cet effet qu'en 2011, plus précisément le 4 janvier, effectivement que la Banque agricole du Niger a pu obtenir son agrément auprès de la commission bancaire en tant que banque universelle, bien sûr, mais avec une vocation axée sur le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Afin d'obtenir cette vision partagée qui est souhaitée par le processus de la Grande Muraille Verte, l'État du Niger, à travers son gouvernement et plus précisément le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, qui au Niger constitue l'entité nationale, l'autorité nationale désignée, pour toute accréditation auprès des mécanismes verts mis en place par les Nations Unies. Aujourd'hui, quand nous parlons de fonds vert climat, quand nous parlons de fonds d'adaptation, pour pouvoir y accréditer, pour pouvoir y accéder, il faudrait forcément que le gouvernement du Niger puisse endosser cette candidature-là afin de pouvoir accéder. Donc, suite à cela, la Bagri a eu à bénéficier en 2015 d'une lettre d'endossement qui lui a permis de pouvoir acter le processus d'accréditation auprès du fonds d'adaptation. À travers ses partenaires techniques et financiers, la Bagri mène plusieurs actions pour permettre à la cible de l'initiative Grande Muraille Verte de bénéficier des financements verts sur la base des aspects de changement climatique et environnementaux. Occasion également pour la Banque agricole du Niger de présenter la stratégie harmonisée de la Grande Muraille Verte, une stratégie axée sur 5 principaux points. La Bagri s'est érigée comme étant un partenaire du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire dans la mise en œuvre consiste effectivement à aller dans des financements de projets ou de sous-projets prenant en compte les aspects de changement climatique et environnementaux. Tout à l'heure, nos prédécesseurs ont parlé d'un financement mixte. Au niveau du Niger, c'est quelque chose que nous avions commencé depuis 2014, que l'on appelle le financement à coût partagé. Cela se fait à travers effectivement le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si aujourd'hui, une collectivité locale dispose d'un projet qu'elle apporte au niveau de la Bagri et qui nécessite par exemple la mise en place d'un magasin de stockage qui doit normalement fonctionner avec une énergie renouvelable, la Bagri intervient avec un crédit de 50% du coût global du projet. La collectivité locale, elle mobilise 10% du coût global de son projet. Et maintenant, l'État du Niger arrive à travers une subvention de 40% du coût global du projet. Cette subvention-là est additionnée, ou plutôt, elle se retrouve augmentée d'une autre subvention de 2%, qui est une subvention environnementale. Cette fois-ci, cette subvention environnementale est décidée au fait par la collectivité locale. Avant de pouvoir intervenir, chaque collectivité locale détermine en tout cas ses besoins en termes d'action ou plutôt en termes d'activités à mener pour pouvoir faire face aux impacts de ces changements climatiques-là, préserver son environnement, préserver sa biodiversité. Et maintenant, les projets que nous allions accompagner s'inscrivent sur 3 points. Ces 3 points-là, normalement,
sont prises en compte dans la mise en œuvre du projet et sur la durée du crédit, ils sont validés par les départements décentralisés de l'environnement. Une fois validés, maintenant nous leur retrocédons 2% de crédit qui viennent en diminution de leur crédit pour pouvoir en guise d'encouragement. L'initiative de la Grande Muraille Verte est en bonne marche au Niger. Son extension dans plusieurs régions du Niger grâce au concours de la Banque agricole est soutenue par des projets tout en tenant compte de l'approche d'adaptation ou d'atténuation au niveau des zones concernées. Quand on avait commencé, au fait, cette initiative, on l'avait commencé avec un seul partenaire dans une seule région, au niveau de la région de Dosso, qui est la coopération luxembourgeoise. On avait commencé pour pouvoir mettre en œuvre sur une durée de 6 mois maximum. Et dans la mise en œuvre, il s'est avéré qu'il y a eu un succès dans le financement de projets. Sur 81 projets financés effectivement par cette coopération au niveau de la zone sur une certaine période, en 6 mois, le mix, ou plutôt le type de financement qui a été prôné tout à l'heure par le GEF, que nous saluons déjà, en tout cas qui est une bonne approche pour l'ensemble de nos pays, nous a permis de financer 618 projets en 6 mois au niveau de la région de Dosso, qui sont portés par le conseil régional, donc qui prennent en compte effectivement la gouvernance locale qui est prônée par la Grande Muraille Verte, qui prennent en compte la mise en place du cadre global de financement et qui permettent l'inclusion de la communauté au fait, à laquelle l'on s'adresse. Comment cette communauté est incluse dans ce financement? En s'appropriant les techniques ou plutôt les différentes approches d'atténuation et d'adaptation au changement climatique qui sont désignées ou plutôt qui sont érigées par le conseil régional. Donc lors déjà de l'octroi du crédit, nous demandons aux porteurs de projets, voici ces 10, quand on avait commencé, il s'agissait effectivement de 10 points qui passent de la mise en place de haies vives, de la mise en place du compostage, de la mise en place de biodigesteurs. Donc les producteurs s'engagent par rapport à cela. Le Fonds mondial de l'environnement travaille avec les institutions financières pour créer des mécanismes afin que le taux d'intérêt soit accessible aux petits producteurs. Les opportunités sont ainsi créées pour inciter le secteur privé à adhérer à l'initiative de la Grande Muraille Verte. Je pense que je connais le cas du Sénégal, le cas du Niger. Je pense que la Côte d'Ivoire est également en train de taper à la porte, donc pour avoir l'accréditation. Et l'idée, en fin de compte, c'est, je crois, de voir comment favoriser le verdissement de ces banques, c'est-à-dire faire en sorte que ces banques puissent résolument s'engager donc avec les pays, le secteur privé, dans des initiatives, dans des programmes qui prennent en compte donc l'empreinte environnementale. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà, à travers IFAD, déjà appuyé les pays pour un programme sur le verdissement des banques. C'est un programme où le Fonds vert a mis 48 millions de dollars. Et je pense que c'est des fonds perdus, des dons. Et le FEM est venu ajouter 10 millions de dollars pour effectivement promouvoir les bonnes pratiques en matière d'agriculture durable. Alors maintenant, il y a toute la question des taux d'intérêt pour les petits producteurs, parce que comme vous l'avez dit, nous sommes en Afrique, nous n'avons pas de trop grandes entreprises, mais nous avons des producteurs informels, nous avons des petits producteurs, mais il faut compter avec eux, il faut travailler avec eux. Mais quand vous pratiquez des taux d'intérêt quand même assez contraignants, ça peut poser un problème pour ces producteurs-là d'accès à ces ressources. Ainsi, près de 22 millions de dollars auprès du Fonds vert climat et du Fonds d'adaptation endossés par la Banque agricole du Niger ont servi à développer 14 pôles agro-industriels à énergie renouvelable à travers 6 régions du Niger. Aujourd'hui, à date, ce que nous avions pu faire, c'est 11,5 millions de dollars mobilisés auprès du Fonds vert climat en partenariat avec le Fonds vert climat pour le financement de 10 pôles agro-industriels sur 5 régions. Ces pôles agro-industriels portent des chaînes de valeur à avantage comparatif du Niger. Je vous prends une des régions, par exemple d'IFA, aujourd'hui, dans ce financement. Les 2 chaînes de valeur à avantage comparatif qui sont visées sont le poisson et le poivron rouge. Et ces 11,5 millions
là vont servir au financement de ces projets, programmes-là. Ce sont des pôles pour la mise en valeur de 10 000 hectares portés par 173 000 producteurs qui sont tous inscrits dans des organisations faîtières, membres ou pas, ou affiliés à la plateforme paysanne. Au niveau du fonds d'adaptation, nous sommes partis en partenariat avec, nous sommes 3 structures porteuses de ce programme. Nous avions pu porter un projet au niveau du fonds d'adaptation qui a été endossé pour une valeur de 10 millions de dollars. Ce projet-là, lui, concerne 2 régions du Niger, celle d'Agadez et celle de Tawa. Elle va aussi dans le même sens, ou plutôt dans la même optique, celle de développement de 4 pôles agro-industriels, qui sont portés effectivement par des organisations de producteurs, avec les différentes diligences qui ont été rapportées lors de la présentation en premier, à savoir apport personnel, subvention de l'État, crédit à taux préférentiel et subvention environnementale. Là-bas, il s'agissait de la mobilisation au niveau international. Maintenant, qu'est-ce que nous avions pu mobiliser sans le niveau international au niveau local et ce que nous avions pu réaliser? Là, c'est la réalisation de 2017 à nos jours. Cela nous a permis, en tout cas au niveau local, de pouvoir financer 5 798 sous-projets portés par des promoteurs jeunes et féminins, dont 56% sont féminins au niveau de ces sous-projets qui ont été financés pour un montant global de 4 178 millions. Cette session thématique du panel a également convié les participants à questionner sur les mécanismes de financement vert portés par la Bagri dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ce panel multi-acteurs et pluridisciplinaire a été un cadre d'échange et de discussion afin de trouver des pistes de solutions, notamment sur les problématiques liées à la Grande Muraille Verte. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce 117e numéro de l'émission Agri-Challenge et j'espère que vous l'avez bien apprécié. Vous souhaitez revisionner ce numéro ou encore un autre, alors vous pouvez le retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous renouveler votre confiance. Au revoir.